Bonjour à tous. Merci de participer à cette huitième table ronde des rencontres nationales Ville-Équipe d'Europan. Alors, dans cette table ronde, on va s'intéresser aux délaissés urbains, aux limites, aux franges, aux entre-deux et aux sites marqueurs de l'héritage de la planification du XXe siècle, les zones d'activité industrielle, les zones commerciales, les infrastructures, les entrées de ville ou encore les parkings délaissés. Ces sites, a priori pensés comme l'en dehors des villes, invitent à nous intéresser à l'envers du décor pour nous interroger sur le devenir de ces territoires. Il s'agit de s'intéresser à la ville telle qu'elle est pour ouvrir de nouveaux imaginaires et de nouveaux territoires dans la pensée urbaine. À commencer par la réinvention du modèle des zones d'activité et le dépassement du modèle fonctionnaliste, incarné par l'idée de séparation des activités économiques du reste du tissu urbain. De nombreux projets ont imaginé en fait la création de quartiers d'activité vivants et habités en inventant de nouvelles formes architecturales et urbaines adaptées aux exigences de la nouvelle économie. On a d'autres projets qui s'intéressent aux infrastructures autoroutières et aux espaces ordinaires de la vie quotidienne pour penser à un urbanisme où l'espace d'en bas de chez soi devient le lieu central de la production urbaine, sociale, économique ou encore écologique. Alors pour débattre de ces espèces d'espaces, on va s'intéresser au site de Champigny qui s'ouvre sur un vaste délaissé métropolitain situé à 10 kilomètres de l'est de Paris. Le site proposé correspond au terrain dit de la VDO, la voie de desserte orientale, un projet de liaison autoroutière qui a été abandonné dans les années 1980. On va également évoquer le site de Romainville et la question de la disparition annoncée de l'autoroute A186. Alors pour commencer et débattre justement de cette thématique de la table ronde, on a un certain nombre d'invités. Donc merci beaucoup pour votre présence et bonjour à tous. Donc, on a donc Élise Loventhal, qui est donc la directrice de l'urbanisme de Romainville, Bonjour. Madame Dominique Calba, bonjour. Dominique Calba, donc, qui est directrice de la CUR, l'atelier parisien d'urbanisme. Anne Daignon aussi, architecte. Et puis, on a tous les représentants des équipes Europan, qui ont présenté donc, des projets. Donc, le projet lauréat de Champigny, Lost Highway, avec Guillaume Barnabou. On a le projet mentionné Champigny, donc Stopping Ground, avec Laurent Baumann et Anna Vida. Puis le projet social de Romainville, Bridging Collectivities, avec Sacha Bauer, qui du coup va nous répondre et nous présenter son projet en anglais. Pour ma première question, je vais me tourner vers Anne Daignon et du coup vous poser cette question un peu large, à savoir dans des tissus urbains denses, au foncier très cher, comment est-ce qu'on peut transformer et réactiver les délaissés urbains en intégrant les nouvelles exigences écologiques et sociales? Le projet qui est proposé ici à Champigny, enfin la réflexion qui est proposée est à mon avis, qui est très représentative d'une démarche qui sera un vrai sujet dans les années à venir. C'est comment arriver à ne conserver que ce qui est utile et plutôt profiter des espaces délaissés pour créer en fait des espaces de réflexion nécessaires à la qualité des espaces construits. Donc, je pense que la valorisation qui est construite à Paris, qui est déjà une ville extrêmement dense, tirera bénéfice que de cette valorisation des espaces en creux. Ce que certaines propositions comme Lost Highway proposent d'une façon très, à mon sens, intelligente et prospective, dans se dire, voilà, on a un délaissé et c'est une aubaine dont il ne faut absolument pas empêcher d'avoir une réflexion plus sur la narration du lien entre ces différents vides que de l'idée de rendre ces vides. Alors, donc, il y a un autre projet qui est aussi assez intéressant, qui est Stamping Ground, qui vient créer en périphérie des usages qui vont permettre de mieux utiliser ces vides. Donc, voilà. Donc, si on a pris ces deux projets, on va dire, en complémentarité, ce sont sites qui étaient chacun porteur d'un début, d'une réflexion sur l'idée que la ville est une intervention qui ne doit pas se faire d'une façon destructive par rapport à ces espaces libres et au contraire tirer bénéfice de ces qualités qui ont quelquefois pas été voulues et d'en faire de peut-être de revenir un peu en arrière sur des actions qui ont été avancées d'une façon trop homogène.
Je vous laisse réagir par rapport à ces premiers propos d'Anne Besnier concernant ces délaissés urbains. Alors, je reviens effectivement au terme de votre question et qui contient à la fois la question des tissus urbains denses et la question du foncier, très cher, comme vous l'avez évoqué. Et dans la même question, vous avez rappelé la question des exigences écologiques et sociales. Moi, je voudrais quand même tout de suite insister sur ce qui est contenu dans la question et qui concerne le foncier cher, très cher, et la densité qui a commencé à être un petit peu évoquée. Je pense que aujourd'hui, où le foncier est rare, où on améliore la desserte en transport en commun avec l'avenue du tramway telle qu'elle est prévue dans le site dont on parle, cette question de la densité et finalement du marché, elle est totalement incontournable et d'une grande difficulté. Comment faire pour échapper au marché, pour échapper à la loi qui dicte du coup de fait une forte densification. Alors évidemment, si on avait la réponse facilement, mais je crois que c'est un sujet vraiment totalement fondamental, notamment dont je prends vraiment l'exemple de Romainville. Donc il y a cette question de la densification et donc du coup de l'intervention publique. Quelle est l'intervention publique absolument nécessaire et indispensable pour que effectivement on puisse chercher à s'affranchir si on pense que c'est nécessaire de cette densité. Je pense qu'il y a un certain nombre d'outils pour, vous avez évoqué la question de comment intégrer les exigences écologiques, par exemple. On dispose d'outils, les outils de planification, les PLU, il y a un certain nombre de choses qui permettent d'avancer, je ne vais pas sur des collectivités, pour avancer sur ces aspects. Et je pense que dans les projets qui ont été présentés, toute la dimension de partage, d'essayer de travailler de façon beaucoup plus fine avec les habitants et avec le terrain peut aussi vraiment aider dans ces domaines-là. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver, à inventer des outils sur cette question du foncier pour échapper, pour vraiment réfléchir à ce que l'on souhaite développer et à ne pas être pieds et poings liés avec la densification un petit peu annoncée sur des terrains comme les délaissés du T1 à Romainville. Donc, voilà, dans un premier temps, ce qui me vient à l'esprit. Très bien, merci beaucoup. Donc, attention à la densification, en tout cas dans la manière de penser ces délaissés urbains. Oui. C'est ce que je retiens. Je vais me tourner maintenant vis-à-vis des 3 équipes qui ont proposé et qui ont été donc primées dans le cadre de ces projets européens. Alors d'abord, le projet Lost Highway, donc le projet lauréat de Champigny, avec Guillaume Barnavon. Bonjour. Guillaume, vous avez proposé cette notion de jardin métropolitain dans le cadre de votre projet. Donc, est-ce que vous pouvez déjà peut-être réagir à ce qui a été dit précédemment et puis nous présenter un peu plus en détail votre projet Lost Highway? Du coup, quand j'ai mis en avant la notion de jardin métropolitain, c'était d'abord par rapport à un ressenti que j'ai pu avoir en traversant les territoires de l'ex-VTO, en partant de la commune de Sucy-en-Brie en direction de la future gare des 4 communes à Villiers-sur-Marne. Donc quand on fait cette balade d'un peu plus de 10 km à pied, on traverse plusieurs séquences de territoires qui ont globalement été colonisés par la nature et à cette occasion, on ressent de la complexité et de la multitude que peut englober la notion de jachère. Une fois qu'on a réalisé cette balade et qu'on reprend le RER en direction de Paris, ce qui reste en tête, c'est vraiment une diversité dans l'offre d'espace, une sensation d'un territoire endémique qui a pris le temps de se constituer, même qui a pris le temps qu'on a bien voulu lui laisser pour se constituer. Donc ici, on parle quand même d'une interdiction d'urbanisation dans les textes qui a une durée d'à peu près 50 ans. Et on sent qu'il y a vraiment quelque chose de génératif, voire d'inventif qui s'est passé dans ces espaces qui ont été maintenus indéfinis, voire inaccessibles pendant ces années. Donc on trouve des traces de coexistence subtile entre humains et non humains, et on voit aussi la trace d'usages multiples des gens qui habitent, c'est-à-dire des métropolitains. Pour faire vite, je peux faire un petit résumé de cette balade, hein, c'est-à-dire que quand on commence depuis la gare de Sucy-en-Brie, on passe par des espaces boisés qui longent les bords de Marne.
ces mêmes espaces boisés qui se prolongent le long des voies du RER A et des voies de fret logistique de la grande ceinture parisienne. Et petit à petit, quand on monte vers le plateau des boucles de la Marne, on passe par des petits escaliers qui nous amènent encore à des espaces boisés, des plaines vertes qui sont plus ou moins programmées, des jardins ouvriers, des champs agricoles et tout autre type d'espaces naturels qui sont peut-être moins définissables, mais qui gardent quand même ce caractère de paysage naturel par leur rapport à l'hydrographie, à la biodiversité et au végétal. D'ailleurs, on continue à avoir ces séquences d'espaces naturels quand on continue la balade en direction de Champigny et de Villiers-sur-Marne. Pour la question de l'aménagement du territoire, quand on fait un bref diagnostic des projets en cours et de ceux à venir, ce qui ressort, c'est que ces projets, ils sont plutôt opportunistes et isolés les uns des autres. Ces projets, ils doivent se développer autour d'une ligne de transport en commun en site propre qui, la 87 en son temps, ont pas mal souffert de nombreuses annonces et de multiples reports. Donc, l'hypothèse que j'essaye de défendre avec ce projet, c'est de considérer ce territoire comme une ressource précieuse, un état brut du paysage qu'il s'agit de préserver, voire d'intensifier, pour qu'il soit, profitable au territoire adjacent. Donc, pour cette proposition, je propose de s'appuyer sur un dispositif en place dans le Val-de-Marne, qui est celui des espaces naturels sensibles et qui compte pas moins de 13 projets dans le département. À proximité du site, on sait qu'il y a le parc du Mortbras à Ormesson, la plaine des Bordes à Villiers-sur-Marne et un peu plus loin, la plage bleue à Châtons, mais on peut citer le parc des Cormailles à Vitry et plein d'autres. Donc, ce qu'on peut lire sur le site du département, c'est que cette compétence, elle vise à préserver, reconquérir et valoriser des sites qui présentent un intérêt écologique et ou paysager remarquable et ou menacés, ou bien encore des champs naturels d'expansion. Donc, si on combine ces objectifs départementaux à un transport en commun alternatif et une réflexion basée sur une occupation des salles concertées à l'échelle intercommunale, on peut opposer un projet d'échelle métropolitaine qui considère le territoire de l'ex-VDO plutôt comme une colonne vertébrale verte qui a même de tisser des liens et une identité forte pour les communes qu'il traverse. Enfin, pour répondre à une deuxième partie de la question qui était de savoir quelle est la place des infrastructures dans des territoires habités, j'aime bien l'exemple du parking de la Cité, qui est en fait un morceau construit de l'autoroute A87. Comme l'autoroute A87 n'a jamais été aboutie, en fait, ce morceau de parking, excusez-moi, il est resté isolé. Et en fait, les voitures, au lieu de filer à grande vitesse, elles sont plutôt statiques en stationnement. Cette infrastructure, elle permet aujourd'hui de pratiquer des mobilités douces comme le roller, la trottinette, mais c'est aussi un atelier à ciel ouvert pour les garagistes autodidactes, voire même un rencontre ponctuelle pour les amateurs de tuning. On voit aussi qu'il est quand même bordé d'espaces naturels, puisque à l'ouest, on retrouve des plaines vertes où on peut pratiquer du foot ou faire du dressage de chiens pour les habitants. Il y a également un bois à proximité, des jardins ouvriers, et sur la frange est, on retrouve tout ce qui dit cité-jardin avec des allées, des bacs à fleurs, mais aussi des équipements et commerces à proximité des bâtiments. Donc, en utilisant cet exemple, c'était finalement pour s'intéresser au caractère réversible et adaptable de la planification urbaine, qui en fait dépend beaucoup de la confrontation au réel. Là, je vais me tourner vers Stopping Ground, donc Laurent Dommage et Alain Vida. Peut-être pour réagir, donc vous avez été projet donc mentionné de Champigny. Peut-être réagir déjà par rapport au projet tel qu'il a été pensé par Guillaume Barnavon, voir si vous avez eu la même lecture du territoire, la même approche justement de ce délaissé. Alors comme Guillaume, on a eu le même état des lieux, c'est-à-dire que ce territoire c'est une vraie richesse,
un corridor, comme tu l'as dit, Guillaume, un corridor écologique. Et du coup, notre projet, on est parti de la base de se dire que on doit maintenir au maximum cet espace, le maintenir dans la ville, qui soit une réserve écologique. Et cette réserve-là, elle nous permet de densifier les franges, donc de trouver un équilibre entre l'espace qui sera dense et l'espace vide. Donc, dans ces franges-là qu'on a voulu du coup intensifier, densifier, on s'est posé la question sur différentes échelles et différents types de tissus, que ce soit des ZAE, de l'activité, que ce soit du logement dense ou pavillonnaire, et essayer de trouver des dispositifs qui permettent de activer ou de trouver un équilibre entre les différents programmes. Donc, on a essayé de trouver des manières de densifier en mixant des programmes. Donc, que ce soit du logement et de l'activité et de l'artisanat, du logement et de l'artisanat. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on part avec, on est totalement d'accord avec Lost Highway dans l'effet qu'on part de la valorisation de l'existant. Donc pour nous, l'existant en tant qu'évite, il est très important, mais aussi l'existant en tant que programme à les CAE, les activités, même les logements sociaux, les mordax et tout ça. Donc l'idée, c'est de vraiment faire avec ce qu'il y a. Et dans tout ça, on trouvait intéressant de valoriser aussi les sous-sages. Par exemple, dans l'emprise de la vidéo, il y a des sous-sages qui sont pérennes mais qui sont spontanés, comme les potagers. Qu'il faut, on se dit que c'est quelque chose qui fait partie de la qualité de l'espace et socialement, ça a une importance dans cette ville. Donc, il faut préserver ça aussi. Ce n'est pas seulement les vides, mais aussi les sous-sages qui l'impliquent. Et par exemple, des usages comme de pique-nique ou usages encore plus spontanés comme des barbecues, et que nous, on a voulu aussi mettre en évidence. Et parallèlement, on se disait qu'il pour activer, le foncier devient de plus en plus cher parce que, surtout avec l'arrivée des transports de Grand Paris Express, on veut pas délocaliser les entreprises, on veut que les tissus entrepreneurial restent parce que c'est une richesse aussi sociale. Donc pour ça, on voulait faire justement mixer avec d'autres programmes et mettre en place des logiques qui parlent d'économie circulaire, qui parlent il faut que ce soit aussi les publics qui portent. Donc, il faut qu'il y ait des projets un peu exemples portés par les publics. Donc, tu veux peut-être conclure? En fait, pour nous, c'est vraiment, il faut faire avec l'existant. Ok, très bien, merci beaucoup. Alors maintenant, je vais me tourner vers Sacha Bauer. Hello, Sacha. So, Sacha, can you present a little bit your project and perhaps react about our discussion, if you want? Yep, sure. Yeah, thanks everyone for having the possibility. And I also think that the bridge we are reusing it is also a resource of the city. We just used the bridge in Romainville to connect the two sides of the city as well, so across the highway. And it is a kind of an additional link to the other part of the cities, to the new tramway which is going to be built. So we said, okay, there is enough productivity in this area already. So we're going to reuse the pattern of the houses so they can kind of grow towards the roads and also have bigger buildings for public facilities as well. And then we said, okay, if we use this bridge as a resource, we have to act with it. So we are not going to demolish it. What was the proposal of the European competition? So we said we're going to keep it and try to react with it. So we put different facilities at the beginning and the end. So it's kind of a ramp to go on top of the bridge, like a pedestrian ramp or bicycle ramp.
So we are reusing the bridge, and at the beginning of the bridge and the end of the bridge, we introduced other facilities like a bicycle ramp or swimming pool. And then we said in the middle, when we're going to use the bridge as a road to connect different areas, we can also use the roof of the public transportation or the logistic hub, so to say, and use this space as a public sports ground as well. So in the end, we're going to connect these areas and kind of interweave all the patterns that are already there, and all the resources and ideas that are already in Romoville. And in the end, it's going to be kind of a connection in three-dimensional. So you can use the bridge on top, you can use the bridge underneath as a public space with a roof, and you also can kind of connect to other spaces in this area with different facilities where we thought they are not there at this stage, but they need to be introduced in this area as the new tram line is going to be built, and they bring different people. So the whole bridge and all the area underneath the bridge or beside the bridge, it's going to be a resource for us as well. Ok. Thanks a lot, Sacha. Alors maintenant, je vais me tourner vers Dominique Alba. Vous avez donc entendu les différentes interventions sur des différentes manières de justement penser ces délaissés urbains et des différentes stratégies urbaines pour essayer de les réactiver, de les transformer en prenant en compte ces logiques écologiques et sociales. Voilà, peut-être déjà vous entendre réagir par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Oui, merci de m'avoir invité, puis merci à tous ceux qui ont présenté à la présidente du jury d'avoir fait ces choix. Peut-être deux choses différentes, comme vous m'y invitez, une réaction déjà au site, je connais extrêmement bien les deux sites, et il est vrai qu'en particulier celui de la VDO est un espoir fou, qui, à mon avis, n'atteindra pas ce qu'on devait attendre d'un espace qui, comme ça, pendant 50 ans, aura pu vivre une vie différente et tout à fait unique. C'est l'occasion de créer une situation unique dans l'Est métropolitain qui en a bien besoin. On verra, il faut faire confiance, mais les façons d'aborder ces grands projets aujourd'hui, avec la quantité d'acteurs qui est invitée à donner un point de vue, ne facilite pas d'en faire des grands projets, entre guillemets. Donc, ils sont grands en termes d'emprise. Est-ce qu'ils marqueront l'histoire? Est-ce qu'ils apporteront autant que ce qu'on imagine qu'ils auraient pu apporter? On le voit, il y a un peu plus par les trois projets. Vous avez des mots comme unique, précieux, Lost Highway, enfin bon, voilà. Donc, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Pour mon avis, la situation est un peu différente et je pense qu'on en parlera aussi dans la deuxième table ronde. Après, au-delà de ça, sur oui, les infrastructures, oui, elles sont des espaces fort possibles dans les métropoles. Et je crois qu'une chose qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que à la place du mot densité au sens de construire des mètres carrés, on va peut-être commencer réellement à réfléchir à usage au sens qu'on pourrait comparer la densité mètre carré à la densité d'usage. Par exemple, une autoroute, ça prend de l'espace et c'est en fait très peu utilisé en matière de déplacement puisque les voitures sont assez vides quand elles roulent sur les autoroutes. Donc, on a un espace important qui, en fin de compte, rend un service peu important au regard, par exemple, d'un métro ou de n'importe quel transport en commun. On regarde les différents immeubles ou les différents produits immobiliers. En moyenne, les bureaux, les équipements servent 30% de leur temps. Aujourd'hui, le logement a montré qu'il était capable de beaucoup de résilience, puisqu'en fin de compte, on travaille, on enseigne même dans certains cas. Il me semble que dans les projets qui vont arriver, et quelque part, ces projets des délaissés urbains, mais c'est aussi ce que vous avez dit, on pourrait prendre en compte une programmation plus axée sur l'usage, mais réellement sur l'usage et la densité d'usage, avec peut-être une sorte de chronotopie d'utilisation des espaces, bien davantage, ou en tout cas en préalable à celle qui relève d'abord du mètre carré. Et ça, c'est un vrai changement parce qu'aujourd'hui, les projets d'aménagement, quand on vous les raconte, on raconte le nombre de mètres carrés qui vont s'y développer, c'est ce qui permet de faire le bilan d'opération, les charges foncières et la valeur. Si on décale sur de l'usage, si on met de la valeur sur de l'usage et sur une sorte de cycle d'utilisation d'une chose, peut-être qu'on arrivera à contrebalancer cette valeur immobilière du mètre carré qui est très, très présente et très puissante. Ça nous aidera aussi beaucoup en termes environnementaux,
Parce qu'un mètre carré non bâti ou un mètre carré plus utilisé, c'est forcément en termes de bilan carbone mieux qu'un mètre carré sous-utilisé. Merci beaucoup. Peut-être d'autres personnes pourraient agir justement à ce propos, de passer peut-être de moins penser en termes de mètres carrés qu'en termes d'usage et de réfléchir à une densité d'usage. Est-ce que, je sais pas, Anne Démian, Louise Leventhal, si vous souhaitez réagir? Oui, en fait, c'est à la fois pour répondre à Dominique et Leventhal, c'est que je crois que j'ai compris chez Louise une grosse inquiétude sur la question du coût, de la rentabilité, de la question foncière. Je crois qu'effectivement, arriver à, et d'ailleurs c'est pour ça que notamment sur Romainville, je trouve beaucoup la réponse de Métropolis Métabolisme. En fait, c'était une réponse en fait sur un terrain aussi qui est un délaissé assez similaire, hein, même si je ne les connais pas très très bien tous ces deux sites. Il y a cette idée qui a été présentée par une jeune équipe de dire, c'est un peu ce que dit Dominique, la question du temps est une vraie valeur, et c'est-à-dire qu'il faut se réapproprier l'espace en se considérant qu'il ne faut pas aller trop vite. Il est urgent de ne pas aller trop vite pour approprier l'espace, et que la question à la fois de la temporalité qui va peut-être être plus issue d'une réflexion collective que d'une réflexion donnée à quelques personnes à l'espace, c'est-à-dire c'est s'approprier collectivement l'espace, et que la richesse, elle va être décuplée par la pertinence en fait de cette utilisation d'un site dans le temps. La question de la chronotopie, moi je pense qu'effectivement c'est une valeur en fait qui va être de plus en plus structurante dans tous les projets d'urbanisme à venir, c'est-à-dire comment créer des usages du sens par rapport à ce qui existe déjà, et on imagine de narration collective, c'est-à-dire retrouver la question du récit dans la façon de vivre la ville, c'est qu'il ne soit pas imposé, mais qui a au contraire prise en compte, en fait, le fait qu'il n'y a pas de fatalité à l'urbanisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un PLU pour nous édicter en fait des densités. Il y a surtout des envies d'usage. Ça a été un peu dit par Guillaume Baron sur des dispositions qui peuvent être spontanées, comme du tuning ou autre envie dans ces espaces-là, mais ça permettra de faire que on est différemment déjà. Quand on arrive à l'exprimer différemment, il faut pouvoir avoir ce genre d'espace qui sont plus des lieux d'exploration de ces nouveaux usages, qui nous permettra, nous, professionnels et non professionnels, de s'approprier différemment et de couper court à des habitudes qui ont été néfastes. Voilà. Ok, merci beaucoup. Oui, je veux bien juste rajouter peut-être un petit mot. Je complètement ce qui vient d'être dit. Et je pense que c'est particulièrement vrai sur cette question de la temporalité des usages et du temps long pour transformer, laisser se transformer ces sites dans le site de Romainville qui est particulièrement difficile, délaissé, dégradé, réellement très très dégradé aujourd'hui. La transformation majeure qu'amène le tramway dans des sites qui sont des sites de confins de la ville, mais un peu des sites ordinaires entre guillemets, et je dis pas ça du tout de façon péjorative. Je pense qu'on a besoin de construire effectivement lentement, en laissant venir les réflexions et en allant pas à pas, parce qu'en fait on sait pas, et que venir placer des grandes constructions et de la densité comme certains pourraient souhaiter, c'est vraiment, c'est pas comme ça qu'on va créer de la ville et qu'on va retisser des liens entre les différents endroits, entre les différents quartiers, et que je pense que cette question du temps et de l'appropriation et de la réflexion très très essentielle sur les usages devrait pouvoir nous y aider. Très bien. Michel Courageux appelle ça l'art de la conversation. Ouais. Ah oui, c'est joliment dit. Très bien. Par rapport à ce qui
Bien les dit. deux interventions qu'on a vues, Ouais. moi j'ai trouvé très intéressant, c'est l'idée de l'appropriation collective et d'imaginaire collectif. C'est-à-dire, nous, on est des acteurs où on peut produire, on peut imaginer des scénarios, mais si les habitants et les gens les habitants, les gens qui parcourent la ville tous les jours s'approprient pas ces usages ou les choses que nous, on veut produire parce qu'on a envie de changer la ville, ça ne pourra jamais être fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'imaginaire, presque les 70% des gens pensent à sa maison et son jardin. Donc, comment changer ça pour éviter de bétonner le maximum de mètres carrés? C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Yeah, I think it's a new age. We have to think about our cities and about the resources we already have. And in Romainville, also, they already started to demolish the bridge. But I think it's a kind of a long process. So still things can happen, things can meet, people can meet, they can discuss about their own surrounding and about their own environment. And the city can work through all the buildings there on the other side of the bridge as well. And it's about the city now with the situation with coronavirus. Everyone is dependent on their own living space, but in our experience now, it's kind of, if we want to be for ourselves, we go outside, and it's basically different than we wanted to have it in the past. So we have to think about our public spaces, and that's basically how we have to think about our cities as well. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est un mot d'Anne Desmians, c'est qu'il n'y a pas de fatalité, en fait, pour penser cette fabrique de la ville, qu'il y a de nouvelles notions qui émergent, ces questions de densité d'usage, de chronotopie, de réversibilité, de prise en compte du temps long. Donc, il n'y a pas de fatalité. Et il y a de nouvelles notions qui s'ouvrent et qui sont extrêmement stimulantes. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé, accepté de participer à cette 8e table ronde des rencontres nationales ville-équipe d'Europe 1. Merci, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci.